Je souhaite donc la bienvenue à tous pour cette présentation des résultats prévisionnels agricoles 2020. J'en profite au nom du réseau Serre France pour vous présenter nos vœux. Cette année, compte tenu du contexte, les vœux, je trouve, reprennent du sens. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magali Roubière, je suis déléguée régionale au sein de l'association qui regroupe les 7 Serre France de la région Occitanie, qui est une association de mutualisation de moyens et d'actions, porte entre autres tout ce qui concerne les études et les observatoires économiques. Les études, il y a le travail qu'on va vous présenter aujourd'hui, qu'on appelle entre nous anticipation des résultats, l'année au mois de novembre. Et la séquence d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, elle va être consacrée aux productions végétales. Notre séquence mardi, à laquelle beaucoup d'entre vous sont inscrits, qui sera consacrée aux productions animales. Alors, vous savez peut-être que d'habitude, cette présentation a lieu en présentiel, à Purpan en général. Et compte tenu du contexte, on a dû se réorganiser cette année. Alors, ça a un avantage, c'est que vous allez être beaucoup plus nombreux à pouvoir participer. Donc, ça, c'est l'avantage du distanciel. Et ça a deux inconvénients, je dirais. Le premier, c'est que les échanges ne sont pas facilités, mais on va essayer quand même de faire en sorte que vous puissiez poser vos questions et faire part de vos remarques, alors soit à travers le chat, soit à travers votre micro. Et le deuxième inconvénient, c'est que d'habitude, on partage le buffet avec les excellents produits de la région et cette année, on ne pourra pas le faire, mais on mettra double ration pour l'année prochaine quand on va le revoir. Donc, on va faire confiance à la technique. Je vous demande par avance un peu d'indulgence si jamais il devait y avoir des bugs. On a testé l'outil, c'est censé pouvoir marcher. Pour plus de confort pour les intervenants et pour tout le monde, je vous demande si vous pouvez de couper vos micros. Vous pouvez aussi couper vos caméras. Sachez que vous êtes enregistré, donc si ça vous gêne, vous pouvez couper vos caméras. Vous les rallumerez si vous posez des questions. Et la possibilité de couper le son pour tout le monde. Donc, si je vois qu'il y a des interférences, je le couperai, je le réactiverai au menu. Donc, je reprendrai la main pour vous préciser quelques éléments techniques, mais je vais, pour ne pas perdre trop de temps, passer la main à notre président régional, Stéphane Lagarde, qui va vous dire un mot d'accueil et vous présenter un peu le contexte de ce travail. À vous, Stéphane. Merci Magali. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Surtout la santé à vous tous et à vos proches. Et puis espérons aussi que collectivement, cette crise sanitaire liée à la Covid puisse rapidement s'éloigner de nous. Néanmoins, effectivement, comme l'a précisé Magali, elle a l'avantage cette année finalement de nous permettre d'avoir organisé les choses différemment et de vous faire donc ces présentations sur deux thématiques plus spécialisées, que sont les filières végétales et animales. Et ça a donc l'avantage aussi que finalement vous avez été plus nombreux à vous inscrire, donc vous serez plus nombreux à profiter de cette présentation. Donc voilà, toute chose, malheur est bon, donc il faut voir le côté positif de la chose. On aura des présentations plus spécialisées et vous serez plus nombreux à en bénéficier. Alors je me présente donc, Stéphane Lagarde, président de Serre France Occitanie. Je suis aussi président du Serre France Lot. Je suis agriculteur au sud du département du Lot en production végétale, melon et maïs semences. Alors juste quelques mots sur notre structure régionale donc qui regroupe les 7 Serre France de la région. 7 parce que certains ont fusionné et donc sont à l'échelle de plusieurs départements. Cette structure nous permet effectivement de mutualiser nos moyens en termes de communication pour pouvoir parler d'égal à égal avec les structures régionales que vous représentez pour la plupart. Nous permet aussi de mutualiser des moyens, de mutualiser la formation de tous nos collaborateurs. Effectivement, ça représente du monde puisque nous avons 1300 collaborateurs sur la région, répartis sur les 100 agences et donc au service des 40 000 adhérents clients et dont 30 000 agriculteurs. Et c'est aussi pour ça, avec ce nombre important et cette représentativité de la profession agricole, qui nous permettent d'avoir des études pertinentes sur les filières agricoles.
Donc cette structure régionale, elle a aussi évidemment, et c'est le cas aujourd'hui, vocation à pouvoir mener des études et des observatoires sur toutes les filières et principalement agricoles. Alors cet observatoire, ça fait quelques années déjà que nous faisons ces présentations. Ça a été initié il y a quelques années grâce à une commande de la DRAF qui nous avait demandé donc de faire une étude un petit peu en amont des clôtures comptables pour voir quelle était la situation des différentes filières. Et puis au fil du temps, nous avons, même si les commandes de la DRAF n'étaient plus possibles faute de crédit, nous avons réussi, grâce à notre club des partenaires, pu continuer à mener à bien ces études. Et donc c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, grâce à eux, que nous vous faisons cette présentation de l'anticipation des résultats. Donc évidemment, ces résultats anticipés, ils doivent permettre à chacun d'entre vous d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'a été l'économie des différentes filières. On sait très bien, effectivement, vu le contexte particulier de l'année 2020 lié à la crise sanitaire, qu'on peut légitimement se poser des questions sur quelles ont été les difficultés traversées par ces filières. Donc c'est le but aussi de pouvoir anticiper sur l'année qui suit. Donc là, on est sur l'année 2021, savoir quelles sont les difficultés des différentes filières et pouvoir anticiper et apporter des correctifs, effectivement, pour traverser ces difficultés. Je le cite un exemple, on est aujourd'hui aussi sur le plan de relance, par exemple. Donc ça peut permettre aussi d'avoir une meilleure visibilité vis-à-vis des différentes filières sur les besoins qu'elles ont en termes de modernisation des outils et de pouvoir s'adapter à ce nouveau contexte qui aura fragilisé certaines filières. Voilà. Je n'en dirai pas plus sur le club, j'y reviendrai ensuite en conclusion. Donc je vais laisser la parole à nos chargés d'études. Donc ensuite, à l'issue de la présentation, nous pourrons débattre effectivement sur les différentes situations de ces filières. Voilà. Donc merci à tous de vous être connectés. Bonne matinée de travail, bonne écoute de cette présentation que vont nous faire nos chargés d'études, à qui je laisse tout de suite la parole. Merci à vous. Alors, je la reprends un tout petit peu pour vous repréciser pour ceux qui sont arrivés tardivement. De préférence, si vous pouvez couper vos micros et éventuellement vos caméras, cette séquence est enregistrée pour pouvoir vous la rediffuser plus tard. Voilà, et sinon j'aurai la possibilité de couper moi-même vos micros si on entend des parasites. Le diaporama que vous allez voir ne vous sera pas diffusé puisqu'il est réservé aux membres du club des partenaires qui l'ont déjà reçu d'ailleurs en novembre dernier. Par contre, on édite chaque année, je vous montre là, c'est celle de l'an dernier, peut-être que vous l'avez eue. C'est une petite brochure de 8 pages de synthèse, qui fait la synthèse de l'ensemble de ce qui va vous être présenté. Et elle sera diffusée la semaine prochaine, donc je l'enverrai à tous les gens qui se sont inscrits à cette séquence. Voilà, elle sera téléchargeable aussi sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Anne-Claire Durel et à Denis Régeau qui vont faire la présentation. Et c'est Anne-Claire qui va démarrer et qui va partager son écran avec le diaporama. Je ne sais pas préciser pour les questions. Donc, on va s'arrêter à la fin de chaque partie pour les questions. Vous avez deux possibilités. Soit vous levez la main, vous avez un petit icône normalement en bas de vos écrans avec une main. Vous levez la main, je le verrai et donc je pourrai vous donner la parole. Et ensuite, je vous propose aussi, ça sera plus facile dans un premier temps, si vous avez des observations, des remarques, des questions, de les mettre par écrit sur le chat, la discussion. Donc, c'est les deux petites bulles que vous avez aussi sur vos écrans. Donc, c'est un espace de discussion. Vous pouvez poser vos questions. C'est moi qui serai chargée de les relever et de les relayer aux intervenants. Voilà. Bonjour, c'est à moi. Bonjour, donc je suis Anne-Claire Durel du CERF France Midi.
conseillère d'entreprise et responsable donc des études de Serre-Midi, localisée dans le Gard. Donc, je suis vraiment à l'est de la zone Occitanie et même très à l'est puisque dans Uzès. Alors, je vous propose de commencer immédiatement le diaporama avec quelques précautions préalables de lecture. Donc, il est important d'avoir en tête que nous vous présentons des résultats qui restent prévisionnels sur la campagne, qui est toujours en cours, qui s'est terminée fin 2020, mais sur des exercices comptables qui ne sont pas encore sortis. Ces prévisions sont donc des tendances, ne sont pas des résultats définitifs. Elles sont intéressantes justement par marquer les évolutions par rapport aux années précédentes. Et elles se veulent, on essaie de vous présenter donc des moyennes régionales qui représentent l'ensemble de l'Occitanie, mais évidemment sur ce très grand territoire, derrière ces moyennes régionales, il faut également avoir en tête qu'il y a forcément des écarts significatifs, alors, de département à département, mais même au sein de petites régions et jusqu'à l'échelle des exploitations. Alors, pour réaliser les études, donc les chiffres que nous allons vous présenter, nous partons des résultats 2019 des comptabilités de nos clients et des années précédentes, sur lesquels nous appliquons les constats que l'on a pu faire pour la campagne 2020, donc les événements type climatique, pour approcher les récoltes de l'année, les productions de l'année. Et sur le plan économique, on se penche sur les marchés et la conjoncture de façon à proposer des prévisions économiques, donc excédent brut et revenus disponibles. Un petit mot sur l'excédent brut d'exploitation, parfois c'est nécessaire. Donc BE, excédent brut d'exploitation, représente la ressource financière générée par l'activité de l'année, c'est-à-dire la différence entre les produits de l'année et les charges courantes nécessaires pour obtenir ce produit de l'année. Donc c'est vraiment le ratio qui représente la rentabilité des exploitations, la source financière générée par l'entreprise qui de faire face au paiement, au financement des investissements, du remboursement des annuités d'emprunt et de la rémunération du dirigeant. Donc, ressources financières internes qui peut être complétées par des ressources financières externes, type emprunt, subvention d'équipement et encore cession d'immobilisation. La notion de revenu disponible, c'est ce qui reste donc après que le BE ait permis de financer les annuités d'emprunt. Donc revenu disponible égale EBE moins annuité d'emprunt et représente ce que l'activité a laissé pour la rémunération de l'exploitant, mais également la part autofinancée des investissements. Alors, je vous propose tout d'abord de faire un point justement sur les éléments de la campagne 2020 qui ont influencé ces résultats. Ensuite, je laisserai la parole à Denis Régeot, donc mon collègue qui vous présentera les grandes cultures, et je reprendrai la parole sur les aspects viticulture et arboriculture. Avant de conclure donc sur la partie, les résultats financiers et revenus disponibles, et ouvrir différentes pistes de réflexion pour l'avenir. Alors, tout d'abord, donc cette conjoncture de campagne agricole 2020, en commençant par les aspects climatiques. En concernant la pluviométrie, il y a eu 2 épisodes déterminants. Tout d'abord, un épisode de pluie à la fin de l'automne, début de l'hiver, qui est venu perturber de façon importante les semis d'automne, qui se sont donc étalés, voire ont été reportés sur des semis de printemps. Deuxième épisode au printemps, pas forcément important sur les quantités, mais avec des intensités suffisamment fortes pour venir là également perturber les semis, donc avec des retards de semis, des ressemis tardifs.
et également à l'origine de perturbations sur les cultures pérennes, donc avec des fortes pressions milieu, en particulier sur la vigne, et une perturbation de la floraison sur l'arbre. L'été a été sec et donc a généré le recours plus accru à l'irrigation. En ce qui concerne les températures, elles ont été particulièrement hautes pendant l'hiver, avec des moyennes supérieures de 3 degrés par rapport aux moyennes de saison. Cet hiver doux est à l'origine d'un faible repos végétatif des plantes, une dormance insuffisante, qui perturbe surtout les arbres fruitiers. Par ailleurs, cet hiver doux est aussi à l'origine d'une grande précocité de la végétation de façon générale. Et même si les températures n'ont pas été très froides, qu'il n'y a pas eu de gelée importante, néanmoins, par le fait de la précocité, il y a eu des problèmes de gelée printanière sur les vignes et les arbres fruitiers. Alors, comment ne pas parler du Covid, malheureusement, hein, l'année a été vraiment très marquée par cette pandémie mondiale et surtout par le confinement qu'elle a engendré, et donc une chute de l'activité économique de façon générale. À rappeler qu'au début de l'année, plus de la moitié de la population mondiale était... les projections mondiales du Fonds monétaire international, qui date d'octobre 2020, on n'a pas plus, je suis allée voir là, on n'a pas plus récent au jour d'aujourd'hui. Donc, faisait état d'une croissance de 2,8 points en 2019 et prévoyait une croissance en retrait de 4,4 points sur 2020, mais un retour rapide derrière en 2021 à hauteur de 5,2. Bon, ces estimations ont été faites sur la zone d'octobre. C'est difficile de dire où on en est au jour d'aujourd'hui. Si on zoome un petit peu sur les pays, donc au niveau du produit intérieur brut, en Europe, on est globalement, bon voilà, on avait une augmentation de l'ordre de entre 1 et 2 points selon les pays en 2019. On serait autour de moins 10 points en 2020, avec un retour sur 2021 autour de 6 points. L'Allemagne étant plutôt moins touchée. Les États-Unis descendraient moins bas, mais remonteraient moins haut. Et la Chine, on voit déjà, bon, elle fonctionne un peu en décalé, la Chine, qui a été en nous, mais qui finalement en est a priori, on pourrait dire qu'elle en est sortie aujourd'hui, présente des chiffres un peu meilleurs. Alors, au niveau du secteur agricole, on peut considérer qu'il est plutôt moins impacté que les autres. Alors, pourquoi on dit ça? On est allé regarder un petit peu par le biais des aides qui ont été distribuées aux secteurs économiques les plus touchés. Alors, vous voyez, là, on trouve les secteurs économiques par catégorie avec les montants versés en fonds de solidarité. Alors là, ce tableau, il date du diaporama. Là, je suis allée le voir aujourd'hui. On en est à 12 milliards distribués par le biais du fonds de solidarité. Et pourquoi on vous le montre? Pour vous montrer que dans les 10 premiers secteurs, l'agriculture n'apparaît pas. En Occitanie, donc à la date d'octobre 2020, c'était 18 millions qui ont été distribués pour seulement, enfin, ce qui représente seulement 3% du montant régional, sachant que le poids de l'agriculture est autour de 4,5%. Et PGE, pareil, donc le prêt garanti par l'État représentait 154 millions d'euros et seulement, entre guillemets, 2% du montant régional. Alors, le premier confinement a eu des effets divers selon les filières. Bon, il y a eu des impacts très forts pour les filières en fait qui étaient liées au secteur CHR, au secteur festif. Donc, on y retrouve la viticulture, on y retrouve les palmipèdes, les fromages AOP, enfin, les productions de qualité. Bon, par ailleurs, par rapport aux fermetures administratives, l'horticulture et les centres équestres ont été très fortement touchés. Il y a eu un effet de rattrapage pour certaines filières, je pense en particulier à la viticulture durant l'été.
Bon, mais la fin d'année a été très compliquée, même s'il semblerait que le mois de décembre a été plutôt meilleur que ce qu'on craignait, on va dire comme ça. Voilà. Comme disait Monsieur Lagarde, dans toute crise, il y a forcément des aspects négatifs. Il y a aussi des aspects positifs qu'il faut non seulement pas négliger, mais mettre en valeur. La première concerne l'évolution de l'image de l'agriculture, qui était plutôt mauvaise ces dernières années, avec des phénomènes d'agribashing. Eh bien, durant le confinement, l'agriculture a été montrée avec une image, a été perçue avec une image bien plus positive. J'espère que ça va durer. Ce confinement a eu aussi l'effet d'accélérer une tendance qui était déjà présente à la consommation locale. Et pour cela, d'ailleurs, on a vu que nos exploitants ont une capacité à innover dans les circuits de distribution de façon très importante. Alors, à la sortie du confinement, ce sont des choses qui se sont un peu tassées, mais néanmoins, on peut penser que le mouvement d'aller vers une consommation locale s'est quand même accentué. Et enfin, il ne faut pas négliger toutes ces aides à l'investissement, toutes ces subventions qui ont cours depuis la moitié de l'année dernière, qui représentent des opportunités d'investissement qu'il peut être intéressant de saisir. Alors, dans l'encart, vous voyez, c'est une note que l'on avait faite, alors qui commence à dater, puisqu'elle date on l'a établie à la fin du premier confinement. Elle a quand même le mérite de voir justement de façon assez exhaustive sur les filières l'effet de ce confinement. Et elle est toujours disponible. Moi, je pense que Magali éventuellement vous la mettra à disposition avec la note de ce diaporama. Alors, concernant l'évolution des prix, globalement, l'indice des intrants, vous voyez, est en retrait de 1,3% sur l'année. Alors, la chute la plus remarquable, c'est les carburants, avec moins 13,6% avec la chute des cours du pétrole, qui se répercute aussi dans une proportion moindre, au niveau des engrais, avec moins 3,6%. Les phytos également sont en légère baisse, moins marquée. On a une stabilité au niveau des aliments et des semences. Bon, cela dit, sur la fin de l'année, on aurait plutôt une remontée du prix, en particulier du prix des aliments. Au niveau des échanges mondiaux, la parité euro-dollar est en 2020 défavorable à nos exportations, avec un euro qui se renchérit par rapport au dollar. Donc ça se voit en particulier pour nos exportations céréales et vins. Alors, exportations qui ne sont pas facilitées non plus par la guerre commerciale Chine-USA, dans laquelle on n'est pas forcément, on n'est pas directement impliqué, mais où on pourrait se qualifier de victime collatérale, avec la Chine qui se détourne non seulement des États-Unis, mais aussi de tout l'Occident, en se tournant plutôt vers sa zone géographique, l'Asie, l'Océanie. Et comment, pareil, ne pas parler de ces taxes Trump qui sont rentrées en vigueur à la fin de l'année 2019, imposant des droits de douane supplémentaires à hauteur de 25% sur certains vins français. Voilà pour cette introduction. Je ne sais pas s'il y a un temps de questions, mais sinon je laisse la parole à mon collègue Denis Régeau. Il n'y a peut-être pas forcément de questions sur cette partie de contexte. On va passer peut-être directement à Grande Culture et on reviendra aux questions ensuite. Donc, je reprends. Denis Régeau, je suis conseiller d'entreprise au CERF France Midi Méditerranée, basé à Castelnaudary dans l'Ouest audois. Là, je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année 2021. Je vais commencer par vous présenter les résultats prévisionnels en Grande Culture. Cette première diapositive présente, là seulement au niveau de la région Occitanie, pour cette récolte 2020. Les conditions climatiques de l'automne, on observe une diminution des surfaces des cultures d'hiver et un basculement vers les cultures d'été. En effet, en 2019,
la surface en culture d'hiver était supérieure aux surfaces en culture d'été, et c'est l'inverse pour cette année 2020. Regardez les surfaces et les évolutions des surfaces des différentes cultures. C'est blé tendre. Ce graphique présente sur 20 ans l'évolution des surfaces en blé dur et en blé tendre. Ce qu'on remarque, c'est que sur les années 2000-2010, entre 2000 et 2010, les surfaces en blé tendre et blé dur étaient comparables à environ 200 000 hectares. Et 2010, on observe une baisse continue de la surface en blé dur, % au niveau de la région. Le blé dur se maintient dans la région du Lauragais audois. Je pense qu'on peut dire que le blé dur n'est plus une culture principale de la région. Ensuite, nous vous présentons les rendements qui nous ont servi pour nos prévisions. Nous partons des prévisions Agreste DRAF publiées au 1er octobre 2020. Au niveau des cultures d'hiver, il y a une baisse généralisée des rendements par rapport à la récolte 2019 et il se situe au niveau de la récolte 2018. Culture d'été, les rendements sont en baisse pour les cultures en sec. On observe un relatif maintien pour les cultures irriguées. Ensuite, nous allons faire un panorama du contexte mondial et du marché mondial pour les différentes productions. Et donc, nous commençons par le blé tendre. Au niveau mondial, la Russie enchaîne les bonnes récoltes, 80 millions de tonnes en 2020, encore proche de son record de 2017 qui était de 85 millions de tonnes. Et la production a été bonne au centre du pays, c'est-à-dire loin des ports, ce qui ne facilite pas les exportations. Cet automne, l'État russe a mis en place des taxes à l'exportation pour favoriser son marché intérieur. La récolte a été correcte en Europe du Nord et en baisse en Europe de l'Est. En France, la récolte de blé a été catastrophique à un niveau de 29 millions de tonnes, au lieu du record de 2019 qui était à 39 millions de tonnes, quinquennale d'environ 35 millions de tonnes. Au bassin de production, on prévoit une hausse de la production en Australie après 2 années médiocres et une baisse de la production en Argentine. Et donc on observe depuis septembre une forte hausse des cours du blé tendre. On observe également sur les autres céréales et autres matières premières agricoles. C'est qu'on a des stocks bas chez les principaux exportateurs de récolte. Ensuite, une demande mondiale dynamique de la part des pays traditionnellement acheteurs, Maghreb, Moyen-Orient, et également la Chine qui est aux achats pour l'ensemble des matières premières agricoles. Ensuite, nous avons l'arrivée de fonds d'investissement, de fonds de pension qui amplifient cette hausse. Les matières premières agricoles sont une valeur refuge en période de crise. Et donc, sur cet hiver, les prix du blé tendre se maintiennent à Rouen supérieur à 200 € tonne. En blé dur, les cours avaient augmenté à l'automne dernier et pour cette campagne, ils se maintiennent à ce niveau. Vous le voyez sur la ligne rouge du graphique. La récolte a été excellente après une récolte 2019 moyenne. En Europe, nous observons une petite récolte. Et en France et en Occitanie, la récolte est mauvaise en quantité. Spécifique au niveau Occitanie, c'est la présence de mycotoxines qui rendent le blé impropre pour la consommation humaine. Pour avoir le débouché semoulerie, c'est de nettoyer le grain. Il n'est pas possible de nettoyer le grain, il y a un déclassement blé fourragé avec un écart de prix en début de campagne qui était de 100 € tonne environ et qui, depuis cet automne, est d'environ 60 € tonne.
sont plus ou moins touchés sur la région et les secteurs les plus impactés sont l'Aude et la Haute-Garonne. 5% des blés touchés sur certains secteurs et avec des variables très importantes entre exploitations, même entre exploitations voisines. En maïs, de manière globale, cet été, avant la récolte de maïs, la production mondiale était prévue bonne dans tous les bassins de production. À mesure des avancées de récolte, la production mondiale a été moins abondante que prévu. Vous avez les chiffres sur le diaporama. Notez que l'Europe est devenue le premier importateur mondial de maïs devant le Mexique et le Japon, avec 24 millions de tonnes importées en 2018-2019 et 19 millions de tonnes prévues en 2020-2021, surtout d'Ukraine et du Brésil. Au niveau des cours, les cours du maïs suivent les cours du blé, avec une forte demande chinoise. La forte demande chinoise s'explique par, premièrement, l'État chinois a beaucoup vendu de stocks d'État sur cet été. De l'autre côté, il y a une reconstitution du cheptel porcin en Chine après la peste porcine africaine qui avait touché les élevages du pays en 2018-2019. Donc l'État chinois reconstitue ses stocks sur cet automne, cet hiver. Les fonds d'investissement amplifient la hausse des cours. Du maïs semence, on observe une hausse des surfaces en maïs semence entre 2019 et 2020, que ce soit au niveau français et au niveau Occitanie. La progression des surfaces s'explique par la nécessité de renouveler les stocks de semences après une production en 2019 qui avait été moyenne, du fait d'une demande dynamique au niveau mondial avec une hausse des surfaces en maïs. La culture était plutôt belle en début de cycle. Le printemps a engendré un étalement des semis, comme en tournesol. Les coups de chaleur ont provoqué des problèmes de fécondation. Engendre des rendements plutôt moins bons qu'en 2019, avec une variabilité suivant les secteurs. Il y a comme certains secteurs qui ont atteint les rendements objectifs, comme dans le Tarn et Garonne. Il est attendu une forte progression des surfaces en 2021. Il y a eu lieu en 2014-2015, puisqu'en 2014, les surfaces de maïs semence dans la seule région Midi-Pyrénées étaient de 25 000 hectares. Sur le sol, comme en maïs, la production mondiale est moins abondante que prévu. Cette année, il n'y a pas de prime oléique. Tournesol, il y a tournesol oléique, tournesol linoléique. Elle recherche plutôt la qualité linoléique. L'oléique est beaucoup utilisé en huile de friture pour la restauration notamment. Les cours du tournesol atteignent 500 € à Bordeaux sur ce mois de janvier. Les colzas suivent les cours du tournesol. Au niveau français, la production est en baisse, avec une baisse des surfaces depuis 4 ans. Cette année, on observe une bonne teneur en huile et les stocks européens de colza sont bas. Fait particulier cette année, les cours du colza sont inférieurs à ceux du cours de tournesol. En soja, en Occitanie, les surfaces de soja sont en augmentation continue depuis 2013. Et sur le graphique. Et en fait, les surfaces de soja en Occitanie rattrapent les surfaces de blé dur. Et au niveau français, les surfaces se rapprochent de celles du pois. Mais il n'y a pas encore de cotation transparente. Les soja suivent les cours des autres oléagineux. De ces contextes de marché, nous avons retenu dans nos prévisions les prix suivants qui sont présentés dans le tableau. Ces prix ont été estimés début octobre. C'est toujours compliqué d'estimer des prix. Cela dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord des modes de commercialisation
au niveau des exploitations, entre prix campagne, prix ferme vendu pendant l'été, prix ferme vendu plus tard dans la récolte. Ça dépend de la qualité des grains et puis ça dépend des évolutions de marché. Donc, dans nos prévisions, nous partons sur une prévision moyenne ou pivot et après avec des prévisions mini-maxi, estimer un écart type ou une fourchette de BE et de revenus disponibles. Regardez les prix que nous avons retenus. Donc, au niveau des prévisions, en prenant en compte les produits, les charges, pour le système céréalier en sec, on observe cette année une forte baisse de l'EBE, en moyenne à 150 € par hectare. L'EBE moyen au niveau des récoltes 2018 et 2013. On remarque que depuis 2015, les EBE de ce système céréalier en sec sont sur des niveaux de moyen bas, inférieurs à 300 € par hectare, juste suffisant pour faire face aux annuités et aux prélèvements privés. Donc, sur les 3 dernières années, nous avons 2 années avec des résultats. Exploitation moyenne de 113 hectares, le BE peut être estimé entre 12 000 et 22 000 €. Système céréalier irriguant, nous observons également la même évolution avec une baisse de l'EBE, 230 € en moyenne avec un écart type entre 177 et 270 € par hectare. l'EBE est au niveau des récoltes 2018 et récoltes 2013. De manière générale, le système, l'irrigation permet de sécuriser un peu les rendements en culture d'été, ce qui permet d'obtenir un EBE un peu supérieur par rapport au système sec. Pour une superficie moyenne de 119 hectares, peut être estimé entre 21 000 et 32 000 € pour cette récolte 2020. Du système maïs-semence, nous partons sur une stabilité des résultats entre 2019 et 2020. Et les rendements maïs-semence sont sur certains secteurs moins bons qu'en 2019. La progression des surfaces en maïs-semence compense ces moindres rendements. Il y aura sûrement un écart type important, une fourchette importante entre les exploitations qui ont eu des moins bons résultats et des exploitations qui ont eu de meilleurs résultats sur la culture de maïs-semence. Pour une superficie moyenne de 137 hectares, l'EBE est estimé entre 52 000 et 78 000 €. Fini pour la présentation céréales. Il y a quelques questions. Oui, alors j'ai des questions sur le chat, Denis. Peut-être, donc je te les donne. Donc il y a des questions sur est-ce qu'on a fait une distinction entre le bio et le conventionnel? Donc les résultats présentés concernent les exploitations conventionnelles. Et y compris dans au tout début, quand tu as donné les surfaces, c'était bio et conventionnel confondus ou que conventionnel? Les surfaces, ça doit être bio-conventionnel, c'est les surfaces de l'ensemble des productions. D'accord. Et Monsieur Morel de Vivadour demande aussi, alors je pense que c'est au moment où tu as présenté effectivement l'évolution des surfaces, si on peut identifier s'il y a un phénomène marqué d'abandon de culture. Donc on a fait un focus sur l'évolution des surfaces en blé dur, sur une période longue. Bon, les changements d'assolement sur cette récolte 2020 sont en partie conjoncturels du fait des conditions climatiques. Et pour 2000, les conditions pour les semis d'automne ont été bons, donc les surfaces de culture d'hiver devraient retrouver leur niveau de la récolte 2019.
Ensuite, j'ai une question de Julie Jam. Alors, ça porte sur les graphiques de résultats, sur la baisse des charges. Donc, qu'est-ce qui explique la baisse des charges qu'on a pris en compte dans ces prévisions? Alors, dans ces prévisions, donc, il est prévu une faible baisse des charges fixes, hein, qui sont de -1 à -2%. Et donc, elles sont calculées à partir des indices IPAMPA que l'on vous a présentés en introduction. Si Ces ces baisses ne sont réponses, pas significatives entre les 2 années. bon, je ne sais pas si ces réponses vous satisfont, sinon vous pouvez prendre la parole aussi. Est-ce qu'il y aurait, moi je n'ai pas d'autres questions sur la discussion. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Vous pouvez lever la main si. Non, tout était clair? Apparemment pas de questions, ou alors c'est la timidité qui fait que personne n'ose se lancer. Vous pouvez vous poser vos questions discrètement, vous n'êtes pas obligé de monter sur la table, donc c'est plus facile. Bah, écoutez, il n'y a pas de questions, donc on ne va pas forcément perdre du temps en attendant. De toute façon, vous avez toujours la possibilité de les poser, on reviendra hein, si jamais il y a quelque chose qui vous vient. Donc on peut passer à la viticulture. Je crois que ça commence par la viticulture et c'est Anne-Claire qui reprend la main. C'est bon? Magali, on voit mon écran? Oui, c'est bon, tu peux y aller. Me revoilà donc pour vous présenter les résultats des cultures spécialisées, effectivement en commençant par la viticulture. Alors, tout d'abord, les aspects de récolte. Au niveau mondial, on est sur une récolte de 258 millions sur une globale stabilité, hein, ça fait moins 1%. Dedans, évidemment, on a toujours de grandes diversités. L'hémisphère sud, en particulier, souffre de baisse de récolte relativement importante. La Californie aussi, en raison des gros incendies dont ils ont été victimes. L'Europe, en revanche, tire plutôt bien son épingle du jeu avec une augmentation de 4%. Les chiffres par rapport à 2019. Hein. Une augmentation de plus 4%. Pour les 3 pays principaux, les 3 pays producteurs en Europe, tous sont en augmentation, en particulier la France et l'Italie et l'Espagne avec 6% en plus. Au niveau de la France, cette récolte de 44 millions d'euros représente, enfin on est dans la moyenne quinquennale, vous voyez, plus 1% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, donc, qui ont eu des secousses, en particulier avec la toute petite récolte 2017 liée à une sécheresse importante, suivie d'une belle récolte en 2018. Au niveau Occitanie, on serait sur une récolte de l'ordre de 16 millions d'hectos, ce qui représente une récolte en augmentation assez marquée par rapport à 2019, puisqu'on serait à plus 6%, et à plus 3% par rapport à la moyenne quinquennale. Alors derrière ces chiffres plutôt sympa quand même, il y a une variabilité très importante. Donc là, vous voyez département par département. Bon, le Lot a un chiffre un peu particulier, c'est parce que plus 69%, c'est que c'est derrière une année où le Lot a été extrêmement impacté par un gel, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est plus un retour à la normale hein, qu'une explosion de la récolte. Et sinon, en moins, on n'a que le Gers un petit peu et surtout les Pyrénées-Orientales qui ont en particulier souffert des attaques mildiou. Alors, même derrière ces moyennes départementales, il y a des écarts très importants au sein des départements. Pour parler du Gard, que je connais le mieux, il y a une partie en particulier qui a subi un gel assez important, avec des pertes de récoltes majeures. Et sur ce secteur gelé, les récoltes seront inférieures en 2020 à 2019. Les attaques mildiou ont été majeures également dans les départements, surtout de l'Hérault et de l'Aude, également des Pyrénées orientales.
Au niveau de la qualité, globalement, la qualité est plutôt bonne, même s'il y a une certaine hétérogénéité. Voilà pour les récoltes. Pour les aspects marché, donc je vais faire un focus sur différents sujets. Là, je vous propose de se tourner un petit peu vers le marché export. Alors, les exportations françaises étaient d'un bon niveau en 2019, avec des volumes en maintien et une augmentation de la valeur. Donc, comme vous le savez certainement, la balance commerciale des vins français est extrêmement excédentaire, hein, pour une valeur en 2019 de 9 milliards de dollars. Fin 2019, les choses ont commencé un petit peu à se gâter avec les éléments conjoncturels que l'on a cités tout à l'heure, hein, à savoir les taxes Trump pour les États-Unis, les effets de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, et fin 2019, déjà les effets du Covid pour la Chine. Bon, les mois qui ont suivi en 2020 ont été très impactés par le Covid. À l'échelle de la planète, les volumes ont baissé de 11% et les chiffres d'affaires de 22%. La France, finalement, présente des chiffres un peu meilleurs que ça, avec des baisses de volume de 8% et de 19% en valeur. Les pays les plus concernés, c'est d'abord, avant tout, la Chine, avec une baisse des volumes échangés de près de la moitié. Les États-Unis également importants. Et même les échanges au sein de l'Union européenne ont été notablement touchés. Concernant les produits, ma foi, tout le monde a été touché. Mais vous voyez que sur les AOP en particulier, ce sont toujours les produits à plus grande valeur ajoutée qui ont été les plus touchés, puisque les baisses en valeur sont assez nettement, significativement supérieures aux baisses en volume. Les IGP n'ont pas été épargnés au niveau des volumes, mais beaucoup moins en termes de valeur. Si on zoome sur le marché vrac, au niveau de l'Occitanie, bon, sans surprise, les volumes échangés sont en retrait, mais à l'intérieur de ces évolutions, il faut quand même y voir des comportements, des dynamiques qui sont très différentes d'un secteur à l'autre. Pour ce qui est du secteur conventionnel, les IGP étaient sur un marché dynamique. Jusqu'en avril, le marché était d'ailleurs à la hausse. Et là, c'est vraiment le confinement qui a provoqué le recul des volumes échangés, mais avec une stabilité des prix, voire même une hausse. Vous pouvez le voir un petit peu dans ce tableau. Vous voyez le retrait des volumes sur la campagne. Là, on est jusqu'à juillet 2020. Mais une stabilité, voire une majoration, une augmentation des prix. En AOP conventionnel, c'est plus compliqué. Le marché était déjà en difficulté depuis la fin 2019, fortement impacté par le marché international. Donc le confinement, sans surprise, n'a fait qu'accentuer les choses, mais on était déjà sur un marché morose. Donc les baisses de volume ont été marquées et également des baisses notables sur les prix, contrairement aux IGP. Le marché bio sur cette période est resté très dynamique en volume pour les deux secteurs, hein, les IGP et les AOP. Là, vous voyez pour les IGP les ratios d'augmentation de volume. Pour les prix, on a par contre deux trajectoires différentes. Sur les IGP, on est toujours sur la hausse, alors que l'on peut considérer qu'on est déjà sur des prix qui marquent une différence importante avec le conventionnel, hein, où on est quasiment en fait du simple au double. Les prix sont quasiment du simple au double, donc on est déjà sur des mercuriels qui présentent des écarts importants avec les mercuriels des conventionnels. Et malgré ça, en tout cas sur la première partie de l'année 2020, des augmentations de volume et de prix combinés. Sur les AOP, c'est plus compliqué sur les prix. Malgré les augmentations de volume sur le début de l'année, on avait des baisses de mercurial, alors que les mercuriales bio et conventionnels présentent des écarts
moins important que ce qu'on peut constater sur les IGP. Voilà pour la première partie de l'année, sachant que la fin de l'année est plus compliquée. Clairement, le marché est très, très attentiste, sans doute en attente de voir comment va évoluer cette crise sanitaire et quand est-ce qu'on va enfin sortir de ces confinements, couvre-feu, etc. Donc, il y a plutôt peu de transactions. Un autre effet aussi à souligner, le report du coup des AOP sur les IGP. Vous savez que sur des zones mixtes, finalement, hein, on peut, des parcelles qui peuvent déclarer de l'AOP peuvent aussi déclarer de l'IGP. C'est un phénomène assez important. Et on voit d'ailleurs que les revendications en OC année sont en 20 pays d'OC, en OC, ont été exceptionnellement élevées par ce jeu de report d'AOP sur IGP. Et on peut les comprendre puisqu'effectivement, on constate que les prix continuent à baisser sur les AOP. Le marché bio, lui, a tendance à se tendre. Donc là aussi, on attend de voir un petit peu comment les choses évoluent. Quelques éléments sur la distillation de crise. Donc, vous n'ignorez pas que l'Europe a pu mettre en place cette année une distillation de crise avec une enveloppe pour la France de 221 millions d'euros, dont l'Occitanie a très largement profité. En effet, elle a consommé 56% de l'enveloppe française alors qu'elle ne représente que 37% des volumes nationaux. Alors, ça s'explique certainement parce que le prix payé aux producteurs, que ce soit pour de l'IGP ou de l'AOP, à 78 € de l'hecto, est plutôt attrayant pour les IGP. On n'est pas si loin du marché des vins conventionnels. Et du coup, donc, vous voyez, en volume notifié, en volume délivré à la distillation, 1,5 million d'hectos. Et ça a bien joué son rôle d'assainissement du marché, puisque les stocks de vin au 31 juillet sont du coup stables. Ça a permis finalement d'absorber les volumes qui n'ont pas trouvé preneur pendant la période du confinement. Donc, on peut parler du marché rosé en particulier, ces vins qu'il est difficile de recycler d'une année sur l'autre. Alors, nous allons nous rapprocher de la présentation des résultats de nos exploitations viticoles de l'année. Donc, pour vous donner des résultats, on se positionne surtout, sur un échantillon en fait majoritairement composé d'apporteurs en cave coopérative et également des caves particulières qui vendent sur le marché négoce, des braqueurs, comme on dit. Alors, pour pouvoir expliquer les variations que je vais vous présenter ensuite, il est important de rappeler la façon dont le produit viticole est composé dans nos comptabilités. En fait, le produit de l'exercice 2020 est composé comptablement de 3 récoltes. En 2020, on encaisse les acomptes de la récolte 2019 qui représentent, alors ça dépend des caves coopératives, mais d'une cave à l'autre qui représente, on va dire, à peu près 80% de la valeur de la récolte. Donc on encaisse les acomptes de la récolte précédente et le solde de la récolte N-2, donc en l'occurrence pour cette année, le solde de la récolte 2018. Et la récolte 2020 est représentée en fait sous forme d'évaluation, puisque quand on clôture en 31 décembre 2020, on n'a pas encore touché un seul euro de la récolte de l'année. Donc, elle intervient par le biais d'une évaluation sous forme de stock. Tout ça pour dire qu'en fait, le résultat de l'année est influencé par trois récoltes. Alors, juste un petit mot, par exemple, la récolte 2020, donc là, on est en évaluation de stock. Sachant que si la récolte a subi un sinistre
Donc là, je pense en particulier à des exploitations qui ont subi le gel. L'indemnité, pour ceux qui sont assurés, l'indemnité est perçue en 2020 et complètement passée dans le résultat 2020, fait partie du produit viticole. Alors avec un effet un petit peu pervers, on va dire, hein, c'est-à-dire qu'on encaisse finalement par avance la récolte 2020 et le résultat ne reflète du coup pas forcément l'ampleur de la perte liée à la calamité subie dans l'année. Alors, pour voir où on arrive en produits cette année en 2020, globalement, les acomptes 2019 sont inférieurs aux acomptes 2018 puisque la récolte 2018 était supérieure à la récolte 2019. Au niveau des soldes, on a la tendance inverse, puisque la récolte 2017 était toute petite, hein, c'était une récolte avec la grosse sécheresse, accentuée encore par le fait que comme c'était toute petite récolte, en général, les acomptes versés ont été un peu plus importants pour essayer de soutenir les agriculteurs, ce qui n'était pas une mauvaise idée, puisque le sol 2017 est arrivé avec des acomptes 2018 d'une grosse récolte. Le sol 2018 est meilleur que 2017, puisque la récolte 2018 a été satisfaisante. Et au niveau de la variation de stock, elle est globalement plutôt en augmentation, puisque globalement, on a une récolte 2020 qui est plutôt supérieure à la récolte 2019. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours facile de démêler tous ces éléments pour pouvoir dire, en tout cas, ce n'est pas l'année 2020 qui fait le produit viticole de l'année 2020. Et sur cette année, entre les plus et les moins, on est globalement sur une stabilité de notre produit viticole. De même, au niveau des charges, on est aussi plutôt sur une stabilité des charges. Ce qui fait que nous arrivons à un EBE pour l'échantillon moyen, pour notre hypothèse moyenne, qui est plutôt stable. Vous voyez, on est sur les mêmes ordres de grandeur. Bon, par contre, on a une variabilité qui est très importante. La variabilité étant surtout liée aux aléas climatiques. Les aléas de marché ne se répercutent pas encore franchement sur l'année 2020. On risque de le voir nettement plus sur 2021. Donc les hétérogénéités climatiques, on en a parlé, hein, les pertes de récolte liées au mildiou, en particulier sur les départements de l'Aude et l'Hérault. Bon, les PO, vous vous rappelez, moins 13% de rendement. Donc là, c'est vraiment un département en grande difficulté sur la filière viticole. Le Gard a ponctuellement subi des épisodes de gel, enfin ponctuellement, pas ponctuellement, mais géographiquement sur des zones a subi un épisode de gel assez marqué. Cette année, en revanche, la zone Midi-Pyrénées est plutôt épargnée. Donc, vous voyez un petit peu la fourchette de résultats que l'on vous de résultats de BE, pardon, qu'on vous propose entre 40 000 et près de 70 000 euros de BE. Bon, juste quand même pour préciser, on est sur des exploitations qui ont un atelier viticole de l'ordre de 30 hectares. Alors, j'en ai fini, Magali. Je pense qu'on peut peut-être ouvrir aux questions. Oui, tout à fait. Alors, j'avais une question en retard juste à la fin de la présentation des grandes cultures. C'est une question sur le bio. Alors, bon, je peux apporter une réponse parce que c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas dit en introduction, on aurait dû. On ne fait pas d'estimation sur les exploitations bio spécifiquement parce que c'est plus compliqué pour nous. Alors, d'une part, on a des échantillons qui sont peut-être pas suffisants. Alors, les échantillons augmentent. Hein, chaque année, on a, surtout là, il y a beaucoup de conversions les derniers temps. Donc, on a de plus en plus d'exploitations bio dans nos échantillons. Mais cela dit, quand on veut rentrer dans une filière spécifique, on n'a pas suffisamment d'échantillons pour pouvoir faire des estimations fiables. C'est pour ça que, pour l'instant, on ne souhaite pas faire d'estimation de résultats comme on le fait pour le... Par contre, ce qu'on pourrait faire, et je pense qu'il va falloir qu'on le mette en place dès l'année prochaine, c'est au moins vous donner des éléments de contexte, parce que ça, sur le bio, on peut les avoir.
Donc, sans aller jusqu'au résultat, vous donner des éléments de contexte. Donc là, Anne-Claire l'a fait sur la Viti. On pourra le faire sur les grandes cultures, je pense. Hein. Donc voilà, c'est un des enseignements qu'on tire là de cette année, c'est qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose sur le bio l'année prochaine. Voilà, donc ça c'était pour répondre à la question sur les données bio. J'ai pas de questions sur le chat par rapport à la viticulture. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent prendre la parole? A priori non. Je ne vois rien venir. Rebondir sur ce que tu viens de dire, Magali. En revanche, au niveau des exploitations viticoles bio, on commence à avoir un échantillon suffisamment intéressant pour sortir des données sur les exploitations bio. Et il y aura quelques diapos sur ce sujet plus spécifique, charges, produits, revenus, qui sera abordé vendredi prochain lors de la présentation de l'Observatoire viticole, au cas où ça intéresserait certains. Oui, il y a déjà des inscrits hein, qui sont inscrits aujourd'hui aussi et qui seront là. Donc, effectivement, on en profite pour appeler cette présentation le vendredi 22 au matin, la présentation de l'Observatoire viticole. Voilà, effectivement, comme tu le dis, il y aura un peu plus de détails sur les données, notamment bio. Est-ce qu'on clôture les questions du coup? On peut toujours y revenir si vous avez des remords. On va passer à l'arboriculture. Anne-Claire. Alors, je reprends donc la main sur l'arboriculture. Tout d'abord, nous avons la chance d'avoir une région Occitanie extrêmement riche sur les productions arboricoles avec une multitude d'espèces et de variétés. On peut quand même définir deux bassins de production qui correspondent à peu près aux anciennes régions administratives. Hein. Donc sur la partie Languedoc-Roussillon, on retrouve plutôt les fruits d'été avec les abricots, les pêches et les cerises, avec comme départements majoritairement représentés le Gard et les Pyrénées-Orientales. Ne négligeons pas sur les cerises quand même la présence du Tarn et Garonne qui fournit quand même un bon tiers des cerises de l'Occitanie. Et puis nous avons plutôt côté Midi-Pyrénées et puis plus spécifiquement Tarn-et-Garonne, hein, parce que c'est vraiment le département arboricole, les pommes, les prunes, les kiwis, également le raisin de table. Alors, nous avons également les fruits secs hein, dans le Lot pour la noix et dans le Tarn-et-Garonne pour la noisette, mais nous n'aborderons pas ces productions-là. Alors, toujours pour parler multitude, sur ce créneau d'arboriculture, encore plus que dans les autres productions végétales, on a vraiment affaire à une diversité très importante des structures de l'exploitation familiale à de grandes entreprises avec beaucoup de salariés. Les réseaux commerciaux sont également très divers. Bon, voilà, de la production vendue bord champ à celle que l'on peut, qui est conditionnée et livrée auprès des grossistes grandes surfaces. Alors, pour ce qui est de l'abricot et de la pêche, on va dire deux profils au niveau de la production assez semblables. Ce sont des productions qui ont été fortement impactées tout d'abord par le manque de dormance lié aux températures élevées de l'hiver et combiné aux pluies de printemps qui ont fortement perturbé la floraison. Donc, il en résulte des rendements extrêmement faibles au niveau de l'Europe. Pour l'abricot, c'est la récolte la plus faible depuis 12 ans. Moins 29% par rapport à 2009, qui était certes une bonne année, mais quand même. Et c'est les Pyrénées-Orientales, décidément, qui sont les plus touchées, ainsi que la vallée de la Garonne. Pour la pêche, même tendance, récolte la plus faible depuis 2003, avec moins 11% par rapport à 2019, et moins 9% par rapport à la moyenne quinquennale en Occitanie. Autre particularité de la campagne, c'est la récolte précoce, là aussi liée à l'hiver très doux,
avec une quinzaine de semaines d'avance, et ça a resserré les périodes de récolte. Alors, au niveau du marché, en raison de cette petite récolte, mais certainement aussi, on pense par rapport à un effet, ce qu'on disait tout à l'heure, un effet confinement, où les gens sont retournés vers des produits plus diététiques, plus sains, entre guillemets, plus locaux, a fait que la demande s'est avérée supérieure à l'offre, et il en est forcément résulté une augmentation des prix très importante. Vous voyez que par exemple, pour l'abricot, c'est ce qui est le plus marqué, des cours en augmentation de 46% en juin, 37%, non, oui, 46% en juin, 49% en juillet, enfin très important. Ce qui fait que globalement, l'augmentation des prix a compensé la chute du rendement et permis d'avoir des chiffres d'affaires plutôt supérieurs à ceux de 2019, quand le rendement était vraiment la chute de rendement, pardon, était vraiment très forte. Même tendance au niveau de la pêche, des cours nettement supérieurs qui ont permis un maintien des chiffres d'affaires. Au niveau de la cerise, si la récolte s'était annoncée prometteuse jusqu'en avril, là aussi, elle a été fortement perturbée par les pluies et les chaleurs qui ont suivi, à l'origine donc d'une qualité des fruits dégradée. Une baisse des volumes de commercialisation, plus marquée sur les variétés précoces. Donc vous voyez les chiffres, moins 15% en 2019 par rapport à la moyenne quinquennale. Et comme on disait tout à l'heure, en particulier marqué sur les Pyrénées-Orientales et le Tarn et Garonne. Là aussi, la saison de vente a été plus courte, globalement avec des prix plus élevés, comme pour la pêche et l'abricot. En revanche, ça n'a pas suffi pour compenser la perte de récolte. Au niveau de la prune, là encore, on est sur une récolte assez nettement plus faible, moins 30 à moins 35% par rapport à 2009, même s'il y a une grande hétérogénéité suivant les variétés et puis les terroirs impactés. En revanche, la qualité a été très satisfaisante, à la fois gustative, au niveau de la coloration et des calibres. Au niveau de la commercialisation, là aussi, la demande s'est avérée supérieure à l'offre, permettant de dynamiser les prix. Et là encore, dans la majorité des cas, les prix ont compensé le manque de récolte. Au niveau du raisin, on est plutôt dans la continuité de 2019, même si le rendement est légèrement plus faible, avec une récolte là aussi précoce d'une quinzaine de jours. La récolte n'a pas eu à supporter d'incidents climatiques majeurs, à part le fait qu'il ait fallu recourir de façon importante à l'irrigation en faisant des téchaux. Et globalement, la qualité était tout à fait satisfaisante. Le marché a été un petit peu compliqué en début de campagne, et s'est plutôt amélioré sur la fin, au mois de septembre, mais de toute façon supérieur aux campagnes des 2 années précédentes. Alors, pour la pomme, on est sur une récolte en baisse. Elle est légèrement plus faible en 2020 que celle de 2019, mais du coup, ça fait l'année de production française sans doute la plus faible de ces 7 dernières années. Pour l'Occitanie, donc cette baisse est estimée à 8% par rapport à 2019. La chute est plus marquée en Tarn et Garonne. Ce qui explique cette baisse de récolte, il y a l'effet d'alternance après la récolte de 2019 qui était d'un bon niveau. Dans certains cas, un éclaircissage trop sévère, ce n'est pas toujours facile de gérer les bonnes fenêtres météo pour l'appliquer.
et également la sécheresse d'été qui a provoqué la chute de fruits. Mais globalement, la qualité est plutôt bonne. Coloration, qualité gustative étaient au rendez-vous. Alors, on pouvait craindre des difficultés au niveau de la commercialisation du fait que les stocks en France étaient plus importants que d'habitude à la veille de la récolte 2020 en raison de la grosse récolte de 2019. Mais le stock finalement a été apporté par la bonne campagne de commercialisation au printemps. Là aussi, on peut y voir l'effet du confinement avec les comportements des consommateurs qui se sont tournés vers des produits frais. Et du coup, le prix, malgré la grosse récolte et les stocks importants en début, ont été au-dessus de la moyenne quinquennale. Bon, le début de la campagne 2020 a été un petit peu compliqué dans la mesure où, à cause de la précocité, les pommes sont arrivées en même temps que les fruits d'été, donc il y avait une certaine concurrence. Mais très vite derrière, le marché s'est dynamisé et ma foi, les prix de début de campagne sont plutôt satisfaisants. Alors, j'en arrive à vous présenter donc les résultats de l'année. Alors, tout d'abord, avec une diapo sur les exploitations abricots pêche. Alors, on est sur des exploitations qui sont quand même plus marquées pêche qu'abricots. Vous voyez que notre exploitation moyenne fait 25 hectares, dont 17, enfin 25 hectares d'arbres, dont 17 de pêche nectarine et seulement 5 d'abricots. Donc, elle a un profil plus lié au comportement de l'atelier pêche. Donc pour cet atelier pêche, donc vous avez vu les hypothèses de rendement. On était sur des rendements en baisse, en moyenne que l'on a fixé autour de 13 tonnes, 12 pour l'hypothèse basse, 15 pour l'hypothèse la plus haute, mais avec des prix en hausse. Et ainsi, on arrive avec un produit pêche global qui est, vous voyez, en augmentation moyenne. Enfin, sur notre hypothèse, on a opté pour une augmentation moyenne de 8%, donc de 0 à 19% en fonction des rendements, en fait. Même tendance, mais un peu moins marquée au niveau de l'abricot, où les pertes ont été plus importantes. Donc, on est sur des rendements faibles à 11 tonnes. Mais compensé en partie par les prix. Et donc, on est sur une hypothèse de stabilité du produit agricole pour l'hypothèse médiante, mais assez négative pour l'hypothèse basse et à plus 16% pour l'hypothèse haute. Donc, la combinaison de ces deux ateliers donne un produit en hausse plutôt, donc de 3,2%, combiné à des charges en baisse puisqu'on est sur des rendements beaucoup plus faibles. Donc, on a moins de coûts de main-d'œuvre, moins 8%, et moins d'emballage également. Donc, la combinaison de ces éléments fait que l'on est plutôt sur une année d'un niveau satisfaisant avec une BE autour de 130 000 € au niveau de la meilleure année des dernières années, là, de 2016, avec une hypothèse haute qui monte jusqu'à 170 000 €. Et même, j'ai envie de dire, l'hypothèse basse permet d'être quand même à la hauteur, vous voyez, 2018, qui était une année déjà tout à fait correcte. Ah, pardon. Pour le profil d'une exploitation présentant des ateliers raisins et prunes, vous voyez, on est sur des exploitations moyennes avec un atelier de 14 hectares d'arbres, à peu près moitié-moitié entre les prunes et le raisin. On arrive donc pour la prune à un produit moyen de plus 5%, malgré les pertes importantes de récolte, rappelez-vous, moins 30 à moins 35%, mais les prix qui ont permis de rattraper ça. Le raisin, pareil, on est plutôt en augmentation, même si les rendements là sont
ont moins décroché que dans les autres ateliers d'arboriculture. Ce qui nous donne en moyenne un produit en augmentation de 4%. Et également là, des charges opérationnelles en diminution du fait qu'on obtient le même produit, voire un produit en augmentation avec moins de récolte, donc moins d'emballage et surtout moins de main-d'œuvre de récolte. Donc la combinaison de ces éléments fait qu'on serait sur un EBE, on estime notre EBE médian à 63 000 €, donc dans la lignée des années précédentes, si on oublie l'année 2000. Encadré, donc pour ceux qui ont subi les plus grosses pertes de rendement à des EBE autour de 50 000 €, et pour ceux qui ont les meilleurs rendements, ça joue surtout au niveau des rendements, des EBE qui peuvent atteindre 75 000 € et plus. Alors un dernier profil, celui du producteur de pommes. On est sur des exploitations arboricoles de l'ordre de 23 hectares, dont un bon atelier de pommes de plus de 17 hectares. Alors, globalement, l'évolution du rendement par rapport à 2019, on est parti sur une hypothèse médiane de moins 15%, avec une évolution des prix à plus 4%. Alors, ça nous donnerait un produit total en baisse de moins 7%, donc entre moins 2 et moins 14. Donc les augmentations de prix n'ont pas tout à fait rattrapé les baisses de rendement. Et puis, vous voyez, il y a quand même un autre atelier, enfin, les pommiers, il y a aussi d'autres ateliers. Donc, les autres aussi peuvent tirer un petit peu vers le bas. Et là aussi, comme on est sur des rendements plus faibles, on retrouve les tendances des autres secteurs arboricoles, avec une baisse des charges opérationnelles par le biais du post-emballage, et puis une baisse importante de la main-d'œuvre. On arriverait ainsi à une EBE médiante de l'ordre de 100 000 €, qui marque donc un retrait par rapport aux trois dernières années. Pour ceux qui ont pu tirer leur épingle du jeu en termes de rendement, on serait plutôt sur une stabilité. Et attention aux plus touchés, où là, on est vraiment sur des EBE qui marqueraient des baisses très marquées. Voilà. Je propose de passer aux questions. Je n'ai pour l'instant pas de questions non plus sur le chat. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Alors, vous pouvez, au-delà des questions, vous pouvez aussi réagir, apporter aussi vos témoignages parce que vous êtes aussi sur le terrain, donc vous voyez peut-être des choses qui confortent ou qui complètent ce qu'on a pu vous dire, puisque nous, on part aussi de regard d'experts de terrain, mais voilà, vous pouvez éventuellement apporter des compléments si vous le souhaitez. Eh bien non. Bon, il y avait des diapos, je ne sais pas, c'est Denis qui la présente, la diapo sur les revenus disponibles. Présenter. Oui. Un peu disons une synthèse en regardant les revenus disponibles par production. Donc, en synthèse des résultats que l'on vous a présentés pour les différents systèmes de production végétale, donc on présente un tableau qui retrace le revenu disponible pour l'ensemble des productions. Donc, le revenu disponible, c'est l'EBE moins les AUT, ce qui permet potentiellement de rémunérer le travail de l'exploitant et d'autofinancer le matériel. Les chiffres présentés, ces revenus disponibles présentés cachent de grandes disparités entre exploitations. Ce restent des moyennes. Et au fil des années, on remarque que l'hétérogénéité dans les résultats pour une même production a tendance à s'accentuer. Pour 2020, c'est le système céréalier qui dégage le revenu disponible le plus faible, tant en sec qu'en irriguant. Proche de zéro, niveau moyen proche de zéro,
qui est nettement insuffisant pour couvrir les prélèvements privés des exploitants. La ratio modérée de 2019 ne compensera pas la chute de 2020 et on peut se poser des questions sur la pérennité de certaines exploitations céréalières de la région. Les maïs semences résisteront mieux grâce à la production des surfaces en maïs semences et il y aura une grande hétérogénéité des résultats en fonction des périodes de semis, des coups de chaleur, certaines zones étant plus touchées que d'autres. Et moins dynamique et des prix en léger repli. Reste stable. Disponible reste stable également. Au niveau arboricole, la campagne 2020 est marquée par une production moindre, comme on l'a vu, due en grande partie à un hiver très doux pour pratiquement tous les fruits. Comme la baisse des rendements semble trop importante pour être compensée par des prix supérieurs, chez en prune, la production a été bonne. Les exploitations à dominante abricot verront leur EBE en moyenne. La présentation des résultats. Peut-être reste sur, tu peux rester sur cette diapo, Denis, peut-être est-ce que ça appelle des réactions? Donc effectivement, hein, vous l'avez pu le voir, alors je vois que oui, il y a peut-être une réaction là. Ça a été très très compliqué pour les céréales, hein, ça c'est clair, bon, vous en êtes tous bien conscients. Donc là, c'est une moyenne, comme disait Denis, donc il y a aussi des revenus disponibles négatifs cette année. Donc, voilà, on a déjà fait la remarque, oui, ça c'est une moyenne. Voilà, il y a des exploitations qui sont en grande difficulté et surtout que les difficultés s'accumulent depuis plusieurs années. Donc c'est ça qui est difficile parce qu'on ne peut pas se rattraper d'une année sur l'autre. Voilà, et des filières arboricoles qui s'en sortent un petit peu mieux quand même cette année. Sans compter, bon, bien sûr, il peut y avoir des écarts en fonction des zones géographiques et des productions. On verra la semaine prochaine la même diapo pour les productions animales. J'ai une remarque de M. Amen qui dit que les revenus des céréaliers sont bien inférieurs à un équivalent SMIC, effectivement. Avec ces revenus-là, on ne se rémunère pas, c'est clair. On ne peut ni se rémunérer ni investir dans son entreprise. Est-ce que sur le terrain, on constate une augmentation des cessations d'activité? Alors peut-être là, d'autres personnes peuvent répondre, parce qu'il y a des gens des territoires là, qui peuvent peut-être répondre. Peut-être que Denis et Anne-Claire, déjà dans votre expérience, est-ce que vous voyez des cessations d'activité? Non, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y ait plus de cessation d'activité. L'activité agricole, les exploitants agricoles c'est un secteur économique qui est soutenu par les coopératives et également par les banques avec l'ouverture de crédit. Donc, ça limite les cessations d'activité. Voilà, après, il y a des suivis d'exploitation et après, il y a des mesures qui sont prises avec des décisions d'arrêt d'activité potentielles. Oui, mais ça prend toujours un petit peu de temps. Après, enfin, si on parle strictement des grandes cultures, bon, je suis dans une région, moi, qui n'est pas très céréalière, mais clairement, c'est un atelier qui, enfin, sans parler de cessation d'activité, mais l'atelier lui-même, grande culture, est un atelier qu'on pourrait dire abandonné. Pour moi, sur mon secteur pour parler du Gard, les céréales étaient un atelier complémentaire. On avait toujours une dizaine, douzaine. Enfin, c'était une façon d'occuper les terres de semis, en particulier de blé dur. Et beaucoup y renoncent purement et simplement. Tellement c'est pas intéressant, quoi. Voilà. Heureusement, on a la chance d'avoir une filière viticole en particulier qui se porte quand même pas si mal, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter sur ce sujet-là? Donc j'ai une autre question. Pensez-vous que pour les céréales en sec, un passage en HVE3 soit une opportunité pour valoriser les productions
y aura-t-il un retour sur investissement? Alors, on va parler du HVE dans la partie suivante, là, sur les perspectives. Je vous laisse répondre, Denis, toi qui es dans la partie céréalière. Donc, on va voir que dans la conclusion, dans la projection, donc, les exploitations HVE augmentent en nombre pour la partie viticole, pour la filière viticole. Pour l'instant, il y a très peu d'exploitations HVE. L'intérêt du HVE, c'est de pouvoir communiquer auprès du consommateur. Et donc, il faut aussi que les filières en aval prennent ce label et cette communication auprès du consommateur. Ce n'est pas encore le cas. Il y a quelques actions qui se mettent en place. Voilà, bon, c'est comme toutes les filières, aussi avec le blé CRC par exemple. Voilà, différentes filières, différentes cahiers des charges qui se mettent en place. Après, ça reste des marchés de niche. On le verra, le HVE se développe Par contre, quand on même observe, beaucoup. moi dans mon secteur aussi, du Lauragais, du fait des conditions, des résultats économiques qui se tassent sur ces 5 dernières années, on observe des conversions en agriculture biologique. L'agriculture biologique, production à continuer à produire des céréales, ou même non-production à mettre en herbe. Donc l'intérêt, c'est que on est opportuniste pour capter les primes conversion bio. Le second intérêt, c'est qu'on n'a pas de charges opérationnelles, engrais, semences, phyto à financer. On prend moins de risques économiques potentiellement en agriculture biologique qu'en agriculture conventionnelle. Si on a des prix rémunérateurs, effectivement, c'est intéressant. La question dans le système céréalier, les prix de vente augmentent sur cette année. Et donc, en fait, sur 2010-2015, les prix des céréales étaient sur un niveau élevé. Sur 2015-2020, sur un niveau plus faible. Et donc, la question, c'est les prix qui ont augmenté cet automne. Est-ce qu'ils resteront sur ces niveaux-là pour les 4-5 prochaines années, structurels sur 4-5 ans, ou est-ce que c'est juste un effet conjoncturel et les prix pour la récolte 2021 retrouveront leur niveau de la récolte 2019? Peut aider pour améliorer les résultats des exploitations. Mais en même temps, il y a un autre effet, c'est aussi le potentiel des terres, le potentiel climatologique de la région, avec des rendements moyens en céréales 50, 60 quintaux. C'est également compliqué d'obtenir une rentabilité. Et donc, avec le changement climatique, on s'aperçoit que les aléas climatiques plus fréquents, plus importants de par leur effet. Très bien, merci Denis. Il n'y a pas d'autres questions ou d'autres remarques. On peut passer à la dernière partie qui est ce ne sont pas des résultats chiffrés, mais ce sont plus des perspectives. On s'est dit, du coup, compte tenu de ce contexte, quels sont les éléments d'avenir qui sont positifs ou au contraire, il faut quand même s'interroger. Et voilà, donc c'est Denis aussi qui anime cette partie-là. Donc, et demain, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, tout d'abord, nous pouvons relever des incertitudes. L'incertitude de cette année 2020, c'est la crise Covid. Et donc, la question, c'est jusqu'à quand elle peut avoir un impact sur l'économie. Deuxième confinement et des confinements successifs en Europe, les couvre-feux en France, en général et sur le secteur agricole, n'est pas encore connu. Et on peut penser que l'impact sur le secteur agricole soit plus faible que pour d'autres secteurs. Est-ce qu'on va retrouver une normalité en 2021 avec l'arrivée de vaccins, ou est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres vagues et aux restrictions qui vont avec? La crise sanitaire passée, il faudra compter avec la crise économique et sociale qu'elle va engendrer. Personne ne peut prédire la durée. Les équilibres seront donc à trouver.
Donc cette crise économique et sociale pourrait indirectement toucher le secteur agricole du fait d'une baisse du pouvoir d'achat, par exemple, plus que la crise sanitaire elle-même. L'autre incertitude aujourd'hui, c'est que donc il y a des discussions pour une nouvelle PAC qui devrait se mettre en place en 2023. Il y a un certain nombre de choses, mais tout n'est pas encore fixé. La Commission européenne avait présenté ses propositions législatives en juin 2018. Elle a suivi des discussions, des échanges, et à l'automne 2020, le Conseil des ministres, c'est-à-dire les États européens et le Parlement, ont publié leurs propositions législatives. Et donc chacun a publié ses propositions, et donc s'engage maintenant une phase de conciliation que l'on appelle trilogue, donc dans l'objectif d'aboutir à un texte commun et définitif. Le trilogue est prévu pour la fin du semestre 2021, mais on sait historiquement que les discussions européennes, ça prend toujours plus de temps par rapport au planning qui était prévu. Nous avons présenté là sur le tableau les principaux sujets de discussion. Ce que l'on sait, c'est que la prochaine PAC sera plus verte. Hein, c'est une volonté de la Commission européenne et du Parlement européen. Ça se traduit par le programme qu'on appelle Éco-régime ou Éco-chem, qui fait de rémunérer les services environnementaux en faveur du climat que les acteurs pourront mettre en place sur leur exploitation et qui sera financé par ce budget. La Commission et le Parlement souhaitent mettre l'accent sur ce budget, mais les États européens, en particulier ceux d'Europe de l'Est, veulent y aller de manière plus mesurée. D'autres sujets de discussion, ce sera la dégressivité des aides, le plafonnement des aides, du Parlement européen, mais les États européens, comme au début des années 2000, avec la mise en place de la PAC en 2003-2006, ils n'y sont pas favorables. Les discussions porteront sur les aides couplées, la conditionnalité, etc. Le texte européen de décliner au niveau national les règles. Donc ça devrait commencer en 2021, mais je pense que ça montera en puissance en 2022. Définition des critères pratico-pratiques qui seront applicables aux agriculteurs et également la définition des plans de développement régionaux et fonds du deuxième pilier. Il fait une application pour la récolte 2023, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2023, mais il serait quand même préférable de connaître les critères appuyés sur la conditionnalité en septembre 2022, quand les agriculteurs mettront en place la récolte 2023. Ça laisse du temps, mais historiquement, les discussions de la PAC ont toujours mis plus de temps que prévu. Donc jusqu'en 2023, la PAC actuelle, donc les règles actuelles, sont prolongées pour les récoltes 2021 et 2022. Ce qui veut dire qu'il y a une pause dans la convergence des DPB. Donc on devrait avoir une stabilité des aides PAC 2021-22. Cet été, les chefs de gouvernement se sont mis d'accord sur le budget européen jusqu'en 2027 et acté un budget PAC constant en euros courants. Ensuite, à l'automne, lors de la rédaction du diaporama, il y avait une incertitude sur la continuité des plans de développement régionaux sur le financement des installations, puisque ce sont des programmes sur 5 ans qui se terminaient au 31 décembre 2020. Sur novembre-décembre, l'État et les régions françaises ont fait en sorte que les programmes PDR soient prolongés en 2021-2022. Donc, il n'y aura pas trop de sur les programmes sur le premier semestre 2021. Au niveau de la région, on connaît déjà les dates de dépôt des demandes pour certains programmes PCAE. Ensuite, une grosse incertitude qu'il y avait à l'automne et qui a été levée en toute fin d'année 2020, c'est le Brexit et l'impact sur les échanges entre l'Union européenne
et le Royaume-Uni. Finalement, il y a eu un accord, un deal. Donc, on peut penser que les échanges continueront à être relativement fluides sur ce début d'année 2021 et pour les mois qui viennent. De manière globale, le Royaume-Uni est un des pays avec lequel la France réalise régulièrement des excédents commerciaux. La France exporte pour l'équivalent de 32 milliards d'euros de marchandises, portant des Royaume-Uni 20 milliards d'euros de marchandises et services. Les filières agricoles qui peuvent être potentiellement le plus impactées par les échanges avec le Royaume-Uni en Occitanie, filière occitane, ce sont le vin avec l'exportation, le fromage également, puisque nous exportons vers le Royaume-Uni. Et au niveau des ovins, cela peut avoir un impact plus au niveau des importations de viande ovine en provenance du Royaume-Uni. Ensuite, il reste quand même des opportunités à saisir. Les opportunités, ce sont les aides de la région. Sur cette année 2020, la région Occitanie a renforcé ses dispositifs d'aide à l'investissement existants et les a dotés d'enveloppes financières. Donc, c'était pour l'ensemble des acteurs économiques et l'ensemble des filières économiques de la région, et également pour la partie agricole, avec donc les passes relance qui étaient disponibles jusqu'au 31 décembre 2020. Pour donner un coup de boost aux dispositifs déjà préexistants avec les passes élevage, export viti, installation, bio, PCAE, qui continuent pour cette année 2021. L'objectif est de soutenir l'investissement et donc l'économie. Au niveau national, il y a un plan de relance national qui a été présenté au mois de septembre. Au niveau agricole, il y a 3 priorités: écologie, compétitivité des acteurs économiques et cohésion des territoires. Budget global de 100 milliards d'euros, il y a 1,2 milliard d'euros qui est fléché vers la transition agricole, alimentaire et forestière. 500 millions d'euros qui sont gérés directement par France Agrimaire et 700 millions d'euros qui sont gérés par divers organismes auxquels les agriculteurs pourront prétendre. Nous présentons là les principales mesures à destination des agriculteurs. Il y a également des mesures à destination de tous les maillons de la filière agricole, abattoirs, alimentaires. Les mesures, ce sont principalement aide au renouvellement des agroéquipements nécessaires à la transition agroécologique, aux agroéquipements nécessaires à l'adaptation au changement climatique, plan protéines végétales amont qui finance du matériel agricole et protéines. Les dispositifs sont gérés par France Agrimaire. Un appel à projet qui démarre là au début janvier. Le principe, c'est premier arrivé, premier servi. Fin du dispositif en 2022, mais il est fort à parier que le dispositif que tous les fonds soient utilisés assez rapidement. Pour l'aide au renouvellement des agroéquipements, pour la transition agroécologique, le budget total est de 135 millions d'euros, avec des investissements finançables au maximum de 40 000 euros, subvention de 40%. Ça fait un équivalent entre 12 000 et 15 000 projets au niveau français, dom-tom compris. Pour le dispositif aide aux agroéquipements nécessaires à l'adaptation au changement climatique, 70 millions d'euros, ce qui fait un équivalent au niveau français d'environ 6 000 à 10 000 projets finançables. Ces programmes financent un large choix de matériel et d'installations et financent des investissements comparables au PCAE. Ensuite, il y a l'impôt HVE qui vient en complément du crédit d'impôt bio. D'autres mesures comme le pacte bio sécurité bien-être animal, le programme Plantons des haies,
Programme Bon Bilan Carbone, financé par l'ADEME, dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'exploitation agricole. Il y a un fort engouement pour la HVE. Le nombre d'exploitations certifiées HVE continue d'augmenter. Au 1er juillet 2020, il y avait 8200 exploitations françaises qui étaient certifiées HVE, dont 1500 € en Occitanie. Vous voyez sur la carte, ce sont surtout les départements viticoles, où il y a le plus d'exploitations. Donc c'est vraiment la filière viticole précurseur, puisqu'elle peut directement communiquer auprès des consommateurs sur ce qu'est des charges. Et au-delà de la filière viticole, on note une montée en puissance au niveau arboriculture, maraîchage, horticulture, grande culture. Le gouvernement souhaite promouvoir fortement la HVE, puisqu'il a un objectif ambitieux par l'intermédiaire du plan biodiversité de 15 000 exploitations certifiées en HVE et de 50 000 exploitations en 2030. On peut penser que le label HVE peut être une porte d'entrée pour certains programmes pour la prochaine PAC. Et ensuite, cette année 2020, ça a quand même été une note d'espoir au niveau de l'alimentation, des circuits courts, des circuits de proximité, qui ont été fortement boostés par la crise. Cette consommation plus locale, c'est quand même une tendance de fond préexistante qui s'est accélérée sur 2020. L'an dernier, lors de cette présentation, il avait été évoqué une possibilité d'avoir 20% de produits issus de circuits courts dans le panier moyen de la ménagère. En 2019, nous étions entre 12 et 15%. On peut penser qu'on peut se rapprocher des 20% de manière plus rapide que prévu. Et ensuite, fait nouveau, la GMS saisit également cette opportunité en renforçant ses rayons terroirs local, également à travers la publicité. On a dit dans l'introduction, cette crise a permis une prise de conscience de la part des consommateurs, de la population, du rôle primordial des agriculteurs. La pause dans l'agribashing sera durable. En tout cas, l'image des agriculteurs a été renforcée par leur ingéniosité, leur adaptabilité, l'innovation qu'ils ont su mettre en œuvre au niveau des réseaux de commercialisation. Donc des opportunités à saisir. Donc ces éléments invitent les agriculteurs à faire des choix et à réfléchir sur leur stratégie. Plusieurs facteurs portent l'exigence de transformation. La demande citoyenne vers une alimentation locale ou plus respectueuse de la santé, du bien-être animal et de l'environnement est claire. La production évolue rapidement, des nouvelles technologies, des restrictions environnementales. La transmission à venir ouvre la voie à de nouveaux modèles agricoles. Les marchés toujours plus mondialisés et les politiques publiques orientées vers une agriculture plus verte nécessitent l'adaptation des chefs d'exploitation. Clairement roi, la crise n'est pas comme une maladie dont on ne peut sortir, elle est comme une sorte de nouvelle naissance. La citation, comme beaucoup d'autres, du mot crise, du grec crisis, qui veut dire action de choisir, de décider, illustre parfaitement le fait que lorsqu'une crise advient, c'est aussi l'opportunité de changement profond. Constat, Serre France a défini 4 axes stratégiques possibles, détaillés dans le guide stratégie 2030. Le premier axe stratégique, c'est un axe stratégique compétitivité qui est basé sur l'ajustement des volumes et la performance économique avec des coûts de production ajustés au marché de masse. Le deuxième axe stratégique est l'avantage contractuel, basé sur la contractualisation afin de sécuriser et de répartir la valeur ajoutée en maillons de la filière et sur une durée longue. L'axe est l'axe stratégique système, qui n'est pas basé sur une filière ou une production,
mais qui est basé au niveau de l'échelle de l'exploitation, par l'intermédiaire de changements de pratiques, au moins de travail du sol, par exemple, dans une filière différenciée, agriculture biologique, filière HVE. Quatrième axe stratégique est l'axe stratégique avantage clientèle. Chercher la valeur ajoutée en aval par l'intermédiaire de la transformation, de la vente directe, de la vente en circuit court. Ces 4 options stratégiques sont applicables dans toutes les filières, dans toutes leurs raisons d'être et coexisteront dans tous les territoires. Donc, Serre France accompagne les exploitants sur ces sujets-là. De formation collective, entreprendre et réussir, et également par l'accompagnement individuel par les conseillers Serre France. Nous en avons fini par la présentation. Pour la présentation, nous pouvons, pour votre attention, et nous pouvons sur cette présentation. On va repasser merci Denis, on va repasser par une série de questions. Donc là, j'ai quelques questions ou remarques ou compléments. J'avais des questions donc, qui remontent à ce que tu avais dit, Anne-Claire, quand tu as dit qu'il y avait des surfaces de grande culture qui étaient abandonnées dans le Gard. Donc, il y a monsieur ou madame Marjolin qui nous demande que deviennent ces surfaces si elles sont abandonnées pour les grandes cultures. Ben, pas grand-chose. C'est pas 100%. C'est vrai que l'atelier grande culture régresse, hein, et en fait la proportion de jachères augmente, hein, tout simplement. Hein. Alors il y a aussi, avant on était, je parle très gardois, hein, on était très blé dur. Il y avait, je sais pas moi, peut-être les 3/4 de blé dur et puis il restait un peu de tournesol pour l'été. Ça implique aussi de la diversification, en particulier par exemple comme l'orge, qui est une culture qui demande très peu d'intrants. Donc ça permet au moins d'entretenir le sol pour pas le laisser pas semer en fait. Hein. Mais bon, longtemps on fonctionnait sur le système que en gros la culture payait les charges et le bénéfice finalement c'était la prime PAC. Là on n'y est même pas quoi. La prime PAC. Donc, clairement c'est des surfaces qui sont pas utilisées. Alors Coupez ton micro, Denis, s'il te plaît. Très bien. Alors ensuite, donc j'avais une remarque sur le graphique des résultats de Monsieur Amen. Pour les céréaliers, il s'agit de résultats moyens. Peut-être que l'on peut distinguer un sous-groupe avec un revenu disponible suffisant pour assurer la durabilité de l'exploitation. Dans ce cas, ce serait intéressant d'avoir un focus sur les critères caractéristiques de ce sous-groupe. Alors oui, en effet, nous, avec les données que l'on a sur les grandes cultures, parce qu'on a un échantillon qui est quand même très conséquent, c'est des travaux qu'on peut faire, hein, qu'on fait parfois. On ne peut pas les faire dans ce cadre-là parce que c'est vrai qu'on aurait envie de tout dire, mais bon, à un moment donné, il faut s'arrêter. Donc, c'est un travail qu'on peut faire, mais de manière plus spécifique. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est d'étudier dans chaque filière ce qu'on appelle tête moyenne queue, hein, de distinguer les personnes qui réussissent mieux que les autres et de regarder en quoi elles réussissent. Et donc ça, si vous avez des besoins, on peut étudier aussi avec vous la manière de le faire. C'est effectivement très intéressant pour l'enseignement. Il faut bien voir qu'on est un peu pessimiste là dans les résultats de cette année, mais même dans les filières en crise, même en grande culture, il y a des exploitations qui continuent à bien s'en sortir. Donc Denis a parlé des opportunités qu'on peut avoir, hein, stratégiques. C'est vrai que parfois il faut tout repenser. Mais il y a quand même de l'espoir et il y a quand même des pistes qui fonctionnent. Il y a aussi, bon, bien sûr, tout le travail sur la diminution des charges, hein, bien sûr, mais aussi un travail sur la commercialisation. Donc, ce travail d'étude des gens qui réussissent, c'est effectivement très intéressant. On le fait en interne, on peut le faire pour des commanditaires, et c'est possible et intéressant. Oui. Alors, je peux apporter un complément. Je peux apporter un complément par rapport à ce point-là. Après, on peut le faire, mais en fait, c'est aussi très compliqué à donner une recette toute faite, et c'est impossible à donner une recette toute faite.
puisque les résultats sont la conséquence de divers facteurs et de beaucoup de facteurs en fait. Il y avait une remarque donc plus sur la dernière partie, sur la HVE. Avez-vous étudié l'impact économique de la certification HVE sur la valorisation des produits et globalement au niveau du résultat des exploitations d'Occitanie, en viticulture en particulier? Alors, moi, ce que je peux répondre, vu de ma fenêtre, je dirais a priori non, on n'a pas fait ce travail, en tout cas en région. Je ne sais pas si certains dans les départements l'ont fait. Pour l'instant, on n'a peut-être pas suffisamment de recul parce que la HVE, elle s'est développée quand même dernièrement, je dirais. Donc, ça pourrait être intéressant à effectivement isoler un groupe d'exploitation HVE pour voir s'il y a des différences. Est-ce que, Anne-Claire, peut-être sur l'Observatoire Viti, toi, tu as pu regarder un peu ou pas du tout encore? En termes d'études d'échantillons, non, absolument pas. De toute façon, comme tu disais, il y a une grosse vague finalement cette année. Hein. On va sortir de façon majeure les premières cuvées cette année. Mais sans parler d'études, on peut quand même dire un petit peu les tendances. Je pense qu'il ne faut pas espérer une valorisation plus importante des produits HVE. Ça va devenir la porte d'entrée sur les marchés. Et là, ce que j'ai vu, c'est des conversions importantes organisées au niveau à une échelle de CAF coopérative qui permettaient d'entretenir, de conserver des relations commerciales avec tel ou tel négociant. Dans le meilleur des cas, ça permettait une valorisation de 1-2 euros de l'hecto, mais c'est plus une relation commerciale quand même. Hein. Alors que c'est quand même pas neutre au niveau des exploitations. Qui implique quand même des surcoûts, des surcoûts au niveau de l'exploitation, oui, et en particulier au niveau du travail du sol. Souvent, ça fait évoluer les exploitants au niveau du travail du sol. Bon, cela dit, c'est des évolutions qui sont un petit peu poussées déjà par la réglementation. Donc voilà, après, je ne sais pas si ça vaudra le coup de faire un groupe HVE. Hein. Moi, je pense qu'on ne verra pas, ça va devenir pas la norme, mais pas loin, je pense. Je pense pas qu'il c'est pas voilà, il n'y a pas de plus-value à gagner dans ce secteur a priori, hein, mais plus éviter de perdre des marchés. Bien, merci. J'ai aussi une correction de Monsieur Gillot. Sur les conversions agroéquipements, on a dû mentionner dans le diaporama 135 millions d'euros. Donc ça, c'était à l'origine. Aujourd'hui, a priori, le budget est de 215 millions d'euros, d'après ce que nous dit Monsieur Gillot. Donc, il faudra qu'on fasse la modification. On avait une question aussi de Monsieur Aguillon. On fait le distinguo entre les différents niveaux de la HVE. Alors non, je ne pense pas. Moi, j'avais même retenu. C'est un faux débat en fait. Enfin, oui, HVE, voilà, c'est ça. C'est réglementaire en fait. Donc quand on parle HVE, c'est des exploitations qui sont à HVE 3. Voilà. Il existe un seul niveau en fait de certification, c'est HVE 3. Voilà. Donc nous, on ne parle que de HVE 3 en fait, hein, quand on parle d'HVE. Il y a monsieur ou madame Mur de la DRAF qui met dans le chat, donc je pense que vous pouvez tous y accéder, un lien pour aller vers la page du site du ministère de l'Agriculture sur la certification. Donc, qui veut faire de la certification, ce qui est très bien. Donc, il y a le lien. Voilà, je n'ai pas d'autres questions pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait des questions en direct à la prise de parole par la main? Non. Sinon, je vais repasser la parole à Stéphane Lagarde, peut-être pour mot de conclusion. Parce que là, non, je ne vois pas arriver de questions. Stéphane, je vous repasse la parole. Bon, si vous m'avez remis le micro, c'est parfait, si tout le monde m'entend. Disons que vous l'aviez coupé vous-même, donc je n'ai pas eu à vous le couper. Vous êtes très discipliné, c'est très bien. Simplement, avant de conclure, juste une réflexion par rapport au déroulé là, de la présentation qui nous a été faite. Jusqu'à présent, effectivement, on avait pu constater la variabilité évidemment des revenus des différentes filières. On pouvait se poser la question cette année de l'impact de la crise sanitaire
sur certaines filières, et finalement, bon, l'impact est relativement limité. Et je crois que ça met en exergue finalement l'importance capitale du climat, alors que ce soit en termes d'impact conjoncturel, la variabilité interannuelle du climat, ou plus conjoncturel, ce qu'on pourrait lier au réchauffement climatique. Et donc l'intérêt, effectivement, c'est de voir qu'on a besoin de s'adapter à toutes ces évolutions. Donc effectivement, la porte qu'a ouverte Denis en fin de présentation sur la stratégie 2030 et l'intérêt effectivement d'aller creuser sur les différentes stratégies pour s'adapter, je pense que c'est primordial pour demain, pour tous nos adhérents, de pouvoir étudier quelles sont les meilleures solutions pour pouvoir s'adapter à tous ces changements, donc climatiques principalement, mais aussi toutes les conséquences qu'on ne mesure peut-être pas aujourd'hui, des évolutions des modes de consommation qu'on aura peut-être demain liées à la crise sanitaire, qui ont commencé avec le premier confinement et qui risquent de continuer, l'évolution aussi des modes de consommation des clients. Donc tous ces éléments-là nous amènent effectivement à re-insister sur la nécessité de bien accompagner les chefs d'exploitation pour toujours essayer d'avoir une longueur d'avance, je dirais, sur ces évolutions. Ensuite, moi je fais juste là une petite parenthèse, c'est pour les chargés d'études. Je vois on rentre chaque année un petit peu plus dans le détail de plusieurs productions. Alors là, c'est pas qu'en guise de boutade, mais si un jour on a un échantillon suffisant, moi je suis preneur pour coller sur la filière melon aussi. Donc voilà, je sais qu'en D'accord. quelques belles structures, donc voilà, ça sera peut-être à étudier. Alors justement, je remercie Anne-Claire et Denis et ainsi que Magali pour l'organisation de nous avoir fait la présentation de cette partie anticipation des résultats sur les filières végétales, mais je remercie aussi tous ceux qu'on n'a pas entendu et vu ce matin, qui sont tous les chargés d'études des Serres France qui ont contribué à élaborer cette présentation, puisqu'effectivement, pour en arriver là, il faut quand même triturer un certain nombre de données de toutes nos bases de données. Donc voilà, merci à eux. Merci évidemment au club des partenaires que je vais quand même reciter, donc les coopératives que sont Artéris, Val de Gascogne et Vivadour, les banques, Crédit Mutuel Midi-Atlantique, Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, la Banque Populaire Occitane et BNP Paribas, mais aussi la Chambre régionale d'agriculture, l'école d'ingénieurs de Purpan, Groupe Amadoc, la SAFER Occitanie et BRL. Voilà. Et j'invite évidemment les différentes structures qui ont été représentées ce matin à rejoindre le club des partenaires si cela vous intéresse, parce qu'au-delà de cette présentation ouverte à tout public, l'intérêt du club des partenaires, c'est aussi de pouvoir faire bénéficier de ces présentations bien en amont, donc au mois de novembre, et ensuite d'avoir aussi des sessions de présentation particulières par structure et d'aller chercher même sur des thématiques différentes. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez contacter Magali Roubière, notre déléguée régionale, si vous souhaitez rejoindre le club des partenaires. Plus vous serez nombreux et plus on sera en capacité de faire d'études différentes, différenciées. On a vu tout à l'heure qu'il y avait effectivement des questions sur la bio, sur HVE. Donc voilà, plus on sera nombreux et plus on sera en capacité de creuser dans le détail. Voilà. Et donc maintenant, merci aussi à tous les participants. C'est vrai que l'effet visio a fait augmenter le nombre de participants, donc c'est très bien. J'espère que vous serez aussi nombreux pour ceux qui sont déjà inscrits pour les prochaines sessions, là, donc à savoir c'est lundi, si je ne dis pas de bêtises, pour les filières animales. Mardi. Pardon, mardi, voilà, je me suis trompé de date. Et fin de semaine prochaine pour l'observatoire viticole. Voilà. Donc merci à tous, merci aux participants et à tous ceux qui nous ont permis de tenir cette présentation en visio. Et donc rendez-vous à la semaine prochaine pour ceux qui sont déjà inscrits. Et si ce n'est pas fait, vous pouvez encore, je pense, vous inscrire pour les prochaines présentations. Voilà, merci à tous. Merci, à bientôt. Et si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à nous les faire passer. Hein, vous avez mon adresse mail, donc n'hésitez pas. Et à bientôt, peut-être à mardi. Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Merci. Au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir.